Il faut effectivement changer de modèle global, sortir de cette compétition effrénée. La drogue est une manière de ne pas changer. Ça, c'est tout à fait clair, de continuer à soutenir cette compétition invraisemblable. On ne sait pas vivre sans identité. Alors, quitte à, en avoir une, s'il n'y en a pas de bonne, on en prendra une mauvaise. Antoine, bienvenue sur cette chaîne. Merci. Toi et moi, on a eu la chance de se rencontrer. C'était il y a quelques semaines, lors d'une émission de télé, où tu as été invité pour parler justement de cocaïne. Et ça m'a vachement interpellé. Je me suis dit, non mais Antoine, il faut qu'il vienne sur la chaîne Limite, parce que c'est un sujet qui est très souvent tabou, mais qui est important. Alors on va pas aujourd'hui vous inciter à aller péter votre nez, au contraire, mais essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est une drogue qui tourne autant et sur laquelle toutes les mesures qu'on essaie de prendre à l'échelle mondiale en termes de criminalité ne fonctionnent pas, littéralement, et qu'on continue à en consommer davantage et qu'il y a plus en plus de trafic. Abonnez-vous, likez, commentez cette vidéo tout au long, bien sûr. Si jamais il y a des sujets que vous voulez qu'on essaie d'aborder, vous êtes les bienvenus pour nous les proposer. Et n'hésitez pas aussi à nous aider sur le Tipeee, voilà, les liens sont ci-dessous. Et puis sur le côté, vous pouvez nous écouter bien sûr sur Spotify. Antoine, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter? Alors je m'appelle Antoine Boucher, je travaille depuis plus de 30 ans à Infodrogue et Addiction, qui est une ASBL bruxelloise, qui à la fois a une permanence téléphonique, donc pour des personnes qui ont des questions, ont des problématiques, c'est soit des consommateurs, soit surtout des proches en fait, essentiellement des parents qui sont inquiets en fait. Tiens, je me demande si mon fils, ma fille, et donc cette permanence a aussi des consultations, un service de consultation. Et puis on a une autre équipe à laquelle j'appartiens. C'est une équipe de prévention, mais qui donne aussi des formations dans toutes des institutions, des ASBL, qui accueillent toute une série de publics où il y a des consommations de drogue. Et donc, dans ces institutions, c'est des écoles, mais c'est aussi beaucoup des lieux d'hébergement. Ces consommations de drogue, mais aussi ces addictions, mon public, des jeunes, mais aussi des moins jeunes, par exemple, sont pris par les jeux, dépensent leur argent, à des choses comme ça, etc. Et je me sens impuissant. J'ai déjà essayé plein de choses, rien ne fonctionne. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que vous pouvez m'aider? Et donc là, on travaille avec ces professionnels pour que ils récupèrent ce qu'on appelle du pouvoir d'agir, c'est-à-dire qu'ils puissent de nouveau utiliser leurs compétences professionnelles, enseignants, éducateurs, assistants sociaux, vers ces populations qui ont ces comportements-là. Antoine, toi, qui bosses là-dedans depuis 30 ans maintenant, tu as rencontré, j'imagine, des jeunes consommateurs, des moins jeunes consommateurs. Dans ton quotidien, quand tu vas bosser, dans quel état d'esprit tu te mets? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie de tous les jours que tu as dû construire pour être prêt face à avoir les bons mots par rapport à ces situations-là? Qu'est-ce qui t'a interpellé? Pourquoi tu le fais? Pourquoi t'as décidé de faire ça? On se sent évidemment, c'est très important, et ce qui nous tient dans ce travail, malgré le fait que c'est pas facile et qu'on a quand même face à des situations compliquées, c'est qu'on apporte véritablement quelque chose d'extrêmement utile aux gens qu'on rencontre, avec lesquels on travaille. Quand on voit une équipe qu'on rencontre et on a fait ce travail qui se dit et ça on le voit vraiment, c'est comme un déclic comme ça que tu peux observer dans les yeux. Alors il n'arrive pas toujours parce que il y a plein de critères qui sont compliqués. Il peut y avoir des équipes qui sont vraiment très abîmées, avec des institutions où les conditions de travail sont extrêmement mauvaises. Ça, malheureusement, c'est ça qui est le plus difficile pour nous, c'est de voir à quel point des institutions extrêmement essentielles comme l'aide à la jeunesse, les institutions d'hébergement pour tous ces publics hyper fragiles manquent de moyens. Plannings familiaux aussi. Les plannings familiaux moins, il faut moins appel à nous parce que les problématiques sont ailleurs, on va dire. Ça existe, mais c'est moins fréquent et c'est pas là-dessus où ils vont mettre le focus. Mais les institutions d'hébergement, ça, il y a presque systématiquement, évidemment, des consommations et parfois des consommations extrêmement importantes de produits que la société va considérer comme très durs. Je mets toujours des guillemets quand je dis ça parce que pour nous, ça n'a pas beaucoup d'importance, cette classification entre drogue douce et drogue dure. Alors pourquoi? Parce que
tout le travail de déconstruction des représentations autour des drogues va consister à remettre, enfin pour le dire autrement, notre société va mettre le produit au centre, va dire tout dépend du produit. Il y a des produits qui sont très accrocheurs et donc les gens sont pris par le produit et puis c'est quasiment pas de leur faute, hein. Ils ont commencé comme ça, c'est la faute à pas de chance, et puis toute leur vie est foutue parce que ils sont pris. Donc nous, on va vraiment essayer de décentrer du produit et on va remettre sur l'individu. Et essentiellement l'individu, mais aussi la société qui va donner des messages extrêmement normatifs sur les individus pour qu'ils les poussent à la consommation. Mais ça, on verra. Donc, en fait, le caractère de dépendance, le caractère accrocheur, il est pour nous, hein, dans notre discours sur les drogues, il est sur la personne. Donc, ça veut dire que une personne peut consommer des produits même très accrocheurs, comme un des produits les plus accrocheurs, c'est l'alcool. Donc on voit bien que des personnes arrivent à consommer des quantités assez importantes d'alcool sans devenir dépendants de l'alcool, et d'autres personnes, même en consommant moins, vont devenir complètement dépendantes d'alcool. Et donc ça montre que le phénomène de dépendance, il ne dépend pas du produit, mais il dépend de la personne. Il y a des personnes, parce que elles sont, alors ça c'est toute la compréhension de qu'est-ce qu'elles ont comme ressources, si tu veux, pour faire face aux besoins, on va dire, importants qu'elles ont. On a découvert ça quand on s'est lancé il y a 30 ans dans l'accompagnement des équipes, on n'était pas encore à ce niveau-là. C'est vraiment important de comprendre que c'est en travaillant avec des équipes de professionnels que progressivement on s'est rendu compte de certaines choses, que des choses revenaient tout le temps, des discours revenaient, et donc on a pu créer notre propre classification des besoins. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une série de besoins qui étaient complètement inconscients et qui étaient essentiels aux humains, qui sont pas inconscients, on sait bien qu'on a ce besoin-là, mais son importance n'apparaît pas dans le discours public. On dit toujours, ah oui, on a besoin de manger, évidemment, de respirer, etc. Mais il y a des besoins qui sont aussi importants que ceux-là et dont on ne parle jamais. Et par exemple, ça, on le voit bien dans le fait que certains, par exemple, joueurs de jeux vidéo ne s'alimentent plus pendant des heures et parfois pendant des jours, et ça pose des problèmes, parce que leur besoin de manger est moins important que d'autres besoins, et notamment le besoin d'identité. Et donc ce besoin-là, on n'en parle pas souvent, on croit comme ça que l'identité, tu nais avec, et puis hop, la chose est faite. Ça se construit au fur et à mesure, surtout dans l'adolescence. Hein, évidemment, mais donc il n'y a pas de cours d'identité aux écoles, donc chacun doit se dépatouiller pour construire son identité. Mais évidemment, on n'est pas armé de la même manière pour se trouver une identité, parce que l'idée, c'est d'avoir chacun une identité positive, faire des bonnes études, trouver un métier valorisant, reconnu par la société, se marier, avoir des enfants, tatitata. Ça, c'est le modèle que la société nous dit. Avec ça, tu as une bonne identité, tu vas être quelqu'un, tu vas être reconnu, tu vas avoir ta place dans la société. Mais pour plein d'individus, ce modèle-là, il est inatteignable. Et donc, quelle identité j'ai dans la société si je sais pas atteindre ce modèle-là? Comment je fais, moi? Déjà, comment je deviens adulte? Déjà, qu'est-ce qui fait que de jeune, je deviens un jour adulte? Qu'est-ce qui se passe? Un jour, je me réveille et ça y est. Donc, tout ça, ce sont des besoins extrêmement importants, mais qui sont inconscients, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas. C'est à chacun de se dépatouiller avec ses ressources. C'est là que le jeu vidéo entre en ligne de compte, parce que le jeu vidéo en ligne aujourd'hui t'offre un classement, tu rencontres des personnes online avec qui tu joues, tu crées ta guilde, etc. Et donc ça peut créer une forme d'addiction déjà aux jeux vidéo, le fait d'y retirer du plaisir. Et donc cette addiction-là dépasse le besoin de manger, dépasse le besoin de s'alimenter, sur le plaisir que ça procure. Alors pour certaines personnes, évidemment. Donc le jeu vidéo est une excellente manière, effectivement, pour toute une série de gens, d'avoir une identité positive. Si ça va pas bien à l'école, si mes parents sont en voie de divorce et que je peux pas m'appuyer sur leur aide, ils sont pris dans leurs problèmes, etc. Ils vont pas pouvoir investir mon identité comme il faudrait. Mais il faut que je me trouve, moi, une manière d'exister, une manière de... Voilà. Sentir être quelqu'un qui vit et qui est exactement, là, qui est exactement. Alors, le jeu vidéo,
ça peut être une manière. Si je suis bon aux jeux vidéo, évidemment. Si je suis mauvais aux jeux vidéo, il faudra que j'en trouve une autre. Ça peut être le deal. Évidemment que on voit bien dans certains quartiers que le deal, vous êtes bon en rien. Enfin, c'est comme ça que on se le présente. Oui. On le présente. En tout cas, l'école, j'ai déjà compris, ou on m'a fait comprendre que c'était pas pour moi. Le jeu vidéo, mettons, j'ai pas les capacités. Voilà, il faut quand même avoir plein de compétences pour être bon en jeu vidéo. Il faut aussi des compétences pour être dealer. Mais je me dis, dans la représentation que renvoie la société du deal, moi, on me dit tout le temps, ah oui, dealer, c'est 1 000 € super facilement gagnés. Ce qui est un discours, évidemment, qui est très séduisant pour plein de jeunes qui ont justement eu toutes les portes fermées devant eux. Et donc, ils peuvent se lancer, mais pour avoir une identité positive. Évidemment, ils préféreraient peut-être avoir un métier normal, etc. Mais si la société leur refuse, il faut en trouver un. Ça, c'est un besoin essentiel. On ne sait pas vivre sans identité. Ça, c'est impossible. Alors, quitte à, je veux dire, en avoir une, s'il n'y en a pas de bonne, on en prendra une mauvaise. Mauvaise socialement, c'est-à-dire, il y a que ça. Si on me proposait un boulot, peut-être même à moins bien payé, mais un vrai boulot où je pourrais être reconnu et positivement, peut-être que je le prendrais, même si c'est moins bien payé qu'un boulot illégal, etc. Mais j'ai pas le choix. Et j'ai besoin de cette identité. Donc ça, c'est un besoin extrêmement important et qui est évidemment extrêmement important, surtout à l'adolescence. Et donc, la dépendance, elle est forte à l'adolescence parce que, qu'est-ce que c'est la dépendance? J'ai dit qu'elle dépendait de l'individu. Et au fond, on est dépendant, ça veut dire que on sait pas faire sans. L'humain est dépendant de l'oxygène parce que s'il y a plus d'oxygène, on meurt tous. Donc on est tous dépendants de l'oxygène. On ne sait pas faire sans. On ne sait pas faire sans de la solution qu'on a trouvée pour répondre à ce besoin. Si je reprends mon exemple du jeune qui fait des jeux vidéo, tout un temps, il va être dépendant du jeu vidéo parce que c'est la solution qu'il a trouvée pour avoir son identité. Et donc c'est au début, c'est la seule solution qu'il aura trouvée. C'est inconscient, c'est inconscient. Ah, évidemment, il se dit pas, tiens, je vais jouer aux jeux vidéo pour me construire une identité positive parce que l'école m'a renvoyé, etc. Voilà. Je ne réussirai à rien. Mais c'est possible de le conscientiser. C'est ça que vous faites. C'est possible de le conscientiser, et c'est évidemment essentiel de le conscientiser parce que c'est ça qui va nous libérer à la fin. Mais surtout, ce qui va se passer, c'est que progressivement, je vais trouver d'autres manières de m'identifier, d'avoir une identité. C'est que je vais me marier, par exemple, ou je vais trouver une compagne, et cette compagne va évidemment jouer dans mon identité. Et peut-être alors, le jeu vidéo aura beaucoup moins d'importance, et je pourrai alors l'abandonner. Et après, je trouverai un boulot. Et puis ce boulot, il va aussi me permettre d'encore diminuer mes jeux vidéo, etc. Ça veut dire que la dépendance, c'est quand on n'a qu'une seule solution. Par exemple, pour avoir une identité positive. C'est impossible de s'en passer. C'est ça, être dépendant. Tu as dit un truc intéressant, une identité positive en fonction d'une norme, en fonction d'une vision de qu'est-ce qu'une identité positive. On est bien d'accord? L'identité positive, c'est d'être utile, c'est d'avoir sa place dans un groupe. Ici, en l'occurrence, la société. Donc, si on me demande rien, c'est ça le drame du chômage, évidemment. C'est que je ne me sens pas utile. Et donc, c'est pas une identité positive d'être chômeur. Parce que tout le monde vous dit, vous regarde de haut en disant, tu ne fous rien, tu coûtes de l'argent à la société. Et donc, ça, en clair, les chômeurs le ressentent très négativement. C'est ça le drame. C'est ça que certaines personnes préfèrent encore ne pas recevoir l'argent du chômage pour au moins ne pas avoir cette stigmate-là. Donc, ils préfèrent encore être plus pauvres et tout, mais au moins avoir comme ils disent, leur fierté. Non, moi je ne coûte rien, je ne suis pas un poids pour la société. Donc, je suis plus libre. Mais accepter ça, accepter l'argent du chômage, c'est accepter le poids de cette identité négative, évidemment. Accepter une forme d'échec aussi, en quelque sorte. Alors, parce que c'est tellement mal perçu, on a l'impression que la société, quand tu regardes des débats télévisés politiques, genre mais les chômeurs, on vient pas avec les conditions qui ont amené des gens à être chômeurs, mais c'est vraiment le chômage qui est clashé. Et donc forcément, on se retrouve là-dedans. Il y a une forme de mépris de soi et on se sent déclassé. On a l'impression d'être concrètement une merde en fait, en quelque sorte. Et c'est clair. Et donc ça joue aussi sur
sur ce sentiment d'échec qui devient une sorte d'effet de boule de neige. Tu sais, tu te sens pas mal, tu te sens mal. Bon, t'acceptes l'argent du chômage, mais que t'en as honte et t'as honte de toi et que ça t'amène un peu dans une spirale négative, parce qu'on dit souvent qu'arriver au chômage, c'est pas évident de sortir du chômage. Tu sais pas ce que je veux dire. Tout à fait. Donc, ça amène une dépression, en fait, hein. Pas systématiquement, de nouveau. Chez tout le monde, bien sûr. Tu fais trop de chômage pendant un mois, ça y est, l'affaire est réglée, bien sûr. Même quand tu perds ton boulot, il y a toujours une dépression. C'est jamais enfin, sauf si tu démissionnes et que t'as un autre beaucoup mieux. Et tu es renvoyé, donc déjà, on te considère comme de trop. Hein, déjà, c'est ça, puis tu es chômeur. Donc déjà, c'est difficile. Il y a une dépression. La dépression, c'est donc un état que tout le monde va voir un peu beaucoup passionnément de nouveau. Mais donc, on n'a pas envie d'engager un déprimé. On n'a pas envie d'avoir un ami déprimé. Ce qu'on veut, c'est un ami plein de joie de vivre, c'est un nouveau collègue dynamique qui va booster la société, qui va booster l'équipe, etc. Donc effectivement, c'est compliqué. Une fois qu'on est dans une spirale déprimée, on sera difficilement engagé, etc. Donc, notre estime de nous-mêmes va continuer à diminuer, etc. Donc ça, c'est compliqué de sortir de ça. On a l'impression que la société est créée en strat. Tu as parlé toi-même de voilà, s'identifier à un groupe, et quand on fait partie de ce groupe, on se sent bien, c'est normal, c'est notre cerveau humain depuis très très longtemps, ce qui nous a permis d'arriver jusqu'ici aujourd'hui et de survivre, mine de rien, hein, voilà, parce que quand tu te sens bien dans le groupe, tu survis plus longtemps et tu peux protéger les autres, et ça, c'est intéressant. Mais j'ai la sensation qu'en fait, aujourd'hui, on est de plus en plus déclassé. J'ai l'impression qu'on est dans un système qui nous amène en fait à devoir batailler ferme pour essayer de gagner de l'argent, qu'il y a un appauvrissement global de la population, que la classe moyenne est en train de s'éroder depuis pas mal de temps, que pendant qu'on arrivait de plus en plus tous à sortir de la pauvreté partout sur Terre, là on est en train d'y retourner. Mais que il y a un sentiment d'échec qui commence à arriver dans la population, de se dire ouais mais tiens, je suis déclassé du groupe social dans lequel je suis, et que comme s'il y avait une éducation qu'on ne fallait pas parler d'argent, fallait pas parler de ses difficultés, et qu'on est tous dans une forme d'illusion de se dire ah mais lui il y arrive toujours, moi c'est la honte, alors qu'en fait l'autre vit la même chose, hein, il est aussi déclassé mais il ne veut pas le cacher, il veut pas le montrer, surtout pas sur les réseaux. Et j'ai l'impression qu'on tombe, et on va arriver tout ça bien sûr à toutes ces drogues etc., mais qu'on tombe effectivement dans une perte de confiance de soi, une perte de confiance de nos capacités, une perte de confiance dans la société, un sentiment de déclassement qui à ce moment-là, au moment où tu as une drogue quelconque qui arrive, au moment où en fait que ça va valoriser, que ça va créer le terreau fertile pour avoir une addiction quelle qu'elle soit. Et je voudrais essayer de comprendre si ce raisonnement est correct ou pas. Souvent, quand on rencontre les professionnels, on parle vraiment, et on en parle assez vite parce qu'on réfléchit ensemble. Tiens, pourquoi les gens prennent des drogues finalement? Et la notion de compétition arrive assez vite. Donc, on est dans une société où la compétition est partout, et tout le monde est en compétition avec tout le monde, et de plus en plus. On a fait des interviews dans des classes de primaire où, en 3e primaire, les élèves sont tétanisés par le CEB qui est en fin de 6e. Tétanisés à un point où ils sont mal à l'aise, hein. Ils sont mal à l'aise pour quelque chose qui va arriver 3 ans et demi plus tard, en primaire. Et donc, en secondaire, on pense déjà, et on drille les élèves à ça. Attention, l'université, l'examen d'entrée, tatitata. Enfin, il y a un stress des parents pour trouver les bonnes filières, la compétition. Et alors, évidemment, le sport, c'est l'archétype de la société qui nous est montré tout le temps. Il faut réussir et tout. Et donc, les perdants de cette affaire sont évidemment amenés à se taire, à penser que c'est eux qui sont mauvais, qui n'ont pas été assez bons, pas assez concentrés, pas assez. Et donc, pour être toujours dans les gagnants, évidemment que il y a des produits pour ça. Pas que dans le sport. Il y a des produits pour être toujours performant, pour être toujours comment dirais-je, dynamique, de bonne humeur, de bonne humeur. Oui. Je l'ai dit tout à l'heure pour les gens déprimés, il faut jamais être déprimé, hein. Si vous êtes déprimé, ben on va vous, en tout cas c'est le risque, vous allez être éjecté du groupe. Ouais. Pas forcément viré du travail, mais éjecté du groupe. Oh, lui, on l'invite plus trop, il est déprimé. Faut toujours être de bonne humeur, toujours être dynamique, etc. Ça. Et donc, on a plus le temps de faire son deuil, on n'a plus le temps
de réfléchir, il faut toujours être dans cet état d'esprit de compétition. Et ça, c'est insupportable pour l'être humain. Humainement, personne peut tenir le coup là-dedans. Et donc, il y a des produits. Alors, il y a des produits légaux, évidemment. Hein. Vous êtes déprimé. Vous êtes déprimé. Au bout de 2 jours, vos collègues vont vous dire, mais va voir un médecin, Antoine, ça va plus trop, là, va voir un médecin. Et qu'est-ce qu'il va faire, le médecin? Il va pouvoir vous guérir de votre dépression, etc. Non. Il va contrecarrer le symptôme. C'est-à-dire, voilà, vous êtes triste, il vous est arrivé quelque chose, eh bien, on va vous donner des antidépresseurs. Ouais. Donc, la personne mettons, je suis triste parce que ma femme est partie, il va pas me redonner une nouvelle femme, il va juste dire, il va vous donner des produits qui vont agir sur votre cerveau, hein. Pour nous, c'est la définition de la drogue. Ouais. C'est un produit qui agit sur le cerveau, donc sur l'humeur, l'état de conscience. Et donc, les antidépresseurs vont faire en sorte que vous allez vous retrouver de nouveau de bonne humeur, etc. Avec évidemment toute la problématique de tiens, je suis de bonne humeur, mais ma femme est partie ou ma mère est morte ou voilà. Et donc, qu'est-ce que je suis en train de foutre? Et donc, il y a beaucoup de personnes qui se disent je ne suis plus moi avec tout ça, avec toutes les questions, mais je peux en même temps pas arrêter parce que j'ai trop peur qu'on m'éjecte et tout. Enfin, ça fait des questions de civilisation tout à fait gigantesques qui sont pas traitées parce que on ne peut pas être dans les perdants. Soulever toutes ces questions-là, c'est quelque part admettre qu'on pourrait être dans les perdants. Il faut toujours être dans les gagnants. Et ça, c'est difficile, c'est très difficile à vivre. Et donc, ça amène de nouveau, soit vous faites de nouveau, c'est pas obligé de consommer des drogues, hein, ça va dépendre de vos ressources. Vous êtes un grand maître de la méditation, ça va vous aider. Ça va vous aider, c'est sûr. Vous avez plein d'amis sur lesquels vous pouvez compter, vous pouvez téléphoner quand ça va pas trop. Ça va vous aider. Mais beaucoup de personnes ne font pas de méditation, ils ont pas le temps. Il faut apprendre, etc. Et puis c'est pas très dans l'air du temps. Ils ont peu d'amis. Les amis sont pas disponibles, etc. Et donc, il reste des produits, essentiellement des produits. Alors, on est tellement individualisé aujourd'hui dans des familles nucléaires où, non, tu dépends pas de gros groupes, hein. Enfin, grâce à l'énergie qu'on a et ici, voilà, cette émission, on l'a fait depuis l'Europe, depuis la Belgique. On peut dire que l'individualisme a quand même pris beaucoup la place et donc, forcément, on n'a même pas spécialement envie, on n'a pas la facilité à aller demander de l'aide aux autres. Il y a ce côté très, voilà, on a l'impression de se sentir un peu seul, tu vois. La majorité des ménages dans les grandes villes en Europe occidentale, ce sont des ménages de une personne. Demander de l'aide, c'est super difficile, c'est super, comme on dit, anti-narcissique. C'est déjà avouer qu'on ne sait pas le faire soi-même. Dans une société narcissique, en plus, ouais. Dans une société hyper narcissique, c'est très très compliqué. On a peu de gens autour de nous à qui demander de l'aide, etc. Donc forcément, les produits sont hyper importants. C'est ça qui va nous tenir debout, c'est ça. Et souvent, c'est cette expression-là qui revient, on consomme des drogues pour tenir le coup. Quand c'est difficile dans votre boulot, vous consommez des drogues. Quand vous adorez votre boulot et que vous y allez en chantonnant, vous n'allez pas vous assommer d'alcool ou de calmant à peine installé dans votre bureau. Non. Oui. C'est quand c'est difficile, quand le chef est tout à fait fou et vous tenez pas le coup, vous devez parce que vous pensez que vous n'allez pas trouver d'autre boulot, vous êtes coincé, vous devez tenir le coup. Ouais, on sent un système qui agit beaucoup sur les peurs, que ce soit attention, si tu paies pas cette telle facture, tu vas recevoir une amende encore plus, attention si tu fais ça, attention. On agit beaucoup sur les peurs et que je comprends, j'ai des potes pour être dans un état où ils ont plus peur, ils fument du cannabis. Et ça leur permet vraiment pendant un temps de se dire là je me sens bien, là il y a cette anxiété qui a disparu. Et c'est intéressant de se dire que comme on a un système qui nous oppresse, qui est très anxieux, la performance à tout prix, t'as été déclassé, t'as raté, donc du coup ça te permet pendant un temps de t'oublier. Mais il y a un retour à la réalité, hein, dès que tu retournes voilà, toutes ces drogues, tu les éjectes, façon de parler, t'as un gros retour à la réalité qui t'amène à en reconsommer davantage et ça a de moins en moins d'effet. Et après il peut y avoir un cercle vicieux. Ça je vais creuser avec toi après. Mais moi si je te pose cette question-là, c'est parce que j'ai la sensation qu'aujourd'hui tout pousse vraiment à ça, qu'on est dans un monde très fracturé, avec une géopolitique de plus en plus instable, les conflits qui sont en train de péter dans le monde, des médias qui
Et que ce soit des petits ou des gros médias, où parfois les discours sont complètement à l'opposé d'une forme d'opinion publique. En fait, il y a vraiment une dissonance cognitive partout, et encore plus pour ceux qui sont en train de suivre l'actualité autour de l'écologie, qui sont très inquiets sur la situation du monde et qui se disent mais on est complètement en train de foncer dans la mauvaise direction, et que c'est comme si cette société anxiogène, ça lui permettait aussi de se nourrir, parce que plus on est anxieux, plus on va consommer du cannabis, plus on va boire de l'alcool, plus on va boire des choses, plus on va essayer d'être performant. Oui. Et est-ce que pour toi, est-ce que tu as la sensation que notre système nous pousse justement à des comportements addictifs qui nous autodétruisent? Alors, c'est tout à fait juste, et c'est encore beaucoup plus large que ça. C'est-à-dire que nous sommes dans ce qu'on appelle une société de consommation. Et donc, pour bien comprendre le concept, il faut que chacun consomme, mais consomme énormément. Et beaucoup plus que ce qu'on consommerait normalement. Juste pour vivre, quoi. Voilà. Oui. Ouais, juste pour vivre. Tu pourrais acheter 2 chemises par an, ce serait amplement suffisant. Mmh. C'est totalement insuffisant pour l'industrie textile qui produit mais énormément. Et donc, non seulement il faut acheter et vendre, ça dépend du point de vue, tous ces produits, mais en plus il faut augmenter chaque année. Mmh. Il faut être dans ce qu'on appelle la croissance. Et donc, pour y arriver, il n'y a pas 36 modèles. C'est justement la peur et l'angoisse qui vont pousser les gens à consommer plus. Donc, il y a différentes stratégies industrielles qui sont mises en place pour que la société consomme de plus en plus. C'est pas par magie qu'on arrive à une société de croissance. C'est d'abord, il faut couper les liens sociaux. C'est très important d'avoir des individus isolés. Parce que la force de l'individu, la force de l'humain, c'est d'être en groupe. En groupe, on est quasiment invincible. On a très peu de besoins en groupe. Et donc, il faut surtout casser les groupes. Il faut que les familles, et on y est bien arrivé, puisque je viens de dire que la majorité des ménages sont des ménages de une personne. Mais c'est pas arrivé par hasard, cette affaire-là. Enfin, c'est pas du complotisme. Non, pas du tout. On a vu des stratégies, notamment à travers les séries télévision où on vantait des parents divorcés, etc. Ah, c'est chouette, en avant. Mais un parent divorcé, c'est 2 maisons, 2 frigos, 2 voitures au lieu d'une seule. On individualise, ça fait vendre plus. Ça, c'est important. L'autre mécanisme, c'est... Comment ça fait vendre plus? Ben oui, puisque y a pas que les divorces, c'est-à-dire que si j'habite tout seul, il me faut un appartement pour moi tout seul. Si j'habite à 4, il faut pas un appartement beaucoup plus grand, un frigo suffit, etc. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Tu vois, en plus, tout seul, j'ai besoin du commerce pour tout. Mmh. On a parlé tout à l'heure de j'ai besoin d'une aide, j'ai pas de voisin, j'ai pas de mari, j'ai pas d'enfants, etc. Je dois forcément l'acheter. Je vais aller voir un psychologue, c'est de nouveau une relation marchande. Ça fait augmenter la croissance du PIB. C'est ça qui est important, c'est chaque fois d'être dans une relation marchande. Mmh. Et donc tout seul, je suis à la merci, tributaire, à la merci du marchand. Tout ce qui est gratuit doit être supprimé. Mmh. Ça, c'est normal dans une société de consommation qui poursuit une croissance. L'autre mécanisme, c'est comment est-ce qu'on dirait ça, de rendre les gens tout le temps en souffrance, en mal-être. Et ça, c'est par exemple les magazines féminins. Toutes les femmes qui ne correspondent pas au modèle du magazine féminin, mince, 1m75, jolies, etc., elles sont condamnées, évidemment, à acheter des produits de beauté, faire de la chirurgie esthétique. Tout ça, ça fait augmenter le PIB et ça met les gens en malaise par rapport à eux-mêmes, par rapport à leur propre corps. Mmh. Et ça, c'est formidable. Enfin, c'est formidable. C'est tout à fait honteux, mais c'est formidable. C'est une machine de manipulation incroyable. D'un point de vue commercial, c'est formidable parce que c'est un puits sans fond. Le vieillissement, si vous ne supportez pas le vieillissement, vous êtes un client ad vitam aeternam des crèmes de beauté, etc., etc. Oui, mais quand tu vois toutes les publicités qu'on montre à la télévision, je t'allume la télé maintenant, c'est que des jeunes ou c'est que des beaux gosses. Exactement. Et le beau gosse, 30 ans, sa nouvelle voiture, attention, voilà. Je roule sur des routes où il n'y a pas d'embouteillage. Enfin voilà, on crée un imaginaire. Et effectivement, quand le temps te commence à te choper, on finit pas tous comme George Clooney façon de parler. On a l'impression d'être effectivement pas bien, et donc de nouveau ça recrée alors ce fameux même mécanisme. Exactement. Produit de beauté, nouvelle sape, il faut que je paraisse plus jeune. Et... Exactement. Donc on va
c'est un mécanisme inconscient que la publicité exploite évidemment depuis longtemps, c'est-à-dire que en achetant les vêtements, en achetant la voiture, je deviens la personne jeune qui est représentée dans la publicité. Évidemment, ça ne marche qu'un temps, etc. Et donc, il faut toujours renouveler l'expérience. On dirait, mais comment c'est possible? On n'est quand même pas si bête. On n'est pas si bête, mais toute l'influence de ça, c'est parce que c'est inconscient. Et donc, tout le travail demande à rendre ça conscient. Alors, on parvient à s'en séparer. C'est comme plein d'autres... on pense comme le tabac, par exemple. J'ai besoin de ma cigarette. Non, j'ai pas besoin de la cigarette. J'ai besoin de me sentir libre comme le cow-boy que j'ai vu dans la publicité. C'est de là que ça part? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de publicité pour le tabac, c'est fini ça. En tout cas, en Europe, ça c'est quasiment terminé. Il y a encore plein de représentations du tabac. Simplement, elle a changé. Maintenant, la représentation du tabac, c'est beaucoup... Mais au fond, je dis merde à cette société qui promeut la santé à tout prix, la prévention, le risque zéro et toutes ces âneries-là. Moi, je m'en distance, je fume et bon, ça c'est un modèle qui peut expliquer qu'il y a encore beaucoup de consommation de tabac. Mais il faut voir aussi, par exemple, les fumeurs entre eux. À force de les exclure et de dire allez fumer dans des bureaux spécialisés, voire sur le trottoir, etc. Eh bien, ça fait des groupes de gens qui finalement discutent. Et moi, j'ai trop envie de faire partie de ce groupe-là parce que dans mon bureau, personne discute. Et c'est un autre de nos besoins fondamentaux de nous les humains, c'est de faire groupe, c'est d'avoir des liens sociaux très forts. Et comme en plus, je l'ai dit, on est souvent avec des ménages de une personne, avec qui je vais faire groupe? Je peux avoir un chien et faire groupe avec les propriétaires de chiens, mais je peux aussi fumer et faire groupe. Donc c'est pas du tout l'effet psychotrope sur le cerveau du tabac qui va être important, mais c'est l'effet groupe. C'est l'effet groupe est plus fort que l'addiction de la nicotine? Bien sûr. Donc l'addiction à la nicotine, c'est pas qu'elle elle est inexistante, mais de nouveau, elle dépend de moi. La nicotine, c'est une substance qui va booster et surtout gérer des humeurs. Par exemple, le tabac est très efficace quand vous êtes en colère. Ça va calmer votre colère. Et Dieu sait s'il y a une émotion que vous devez calmer pour rester en groupe. Il faut pas être en colère. Ah non, pas commencer à taper les gens. Sinon on va vite te dire, Vince, t'es en colère, tu vas te calmer dans ta chambre. C'est-à-dire, tu ne fais plus partie du groupe le temps de ta colère. Tu vas en prison. Ça dépend ce que tu as fait, effectivement, sous l'effet de la colère. Mais donc, la colère, c'est vraiment une émotion qu'il faut calmer, qu'il faut apprendre à calmer. Mais comment j'apprends à calmer ça? Un jour, j'ai fumé et j'ai vu que ça, grâce à cette cigarette, j'étais moins en colère. Je vais continuer. Parce que la colère, elle vient souvent, pour beaucoup de personnes, elle vient des blessures passées. Des blessures très profondes, ça quelque chose qui est encore sensible, réactivé par des éléments. Ça peut être ce qui m'est arrivé quand j'étais petit, ça peut être ce qui m'est arrivé il y a 2 ans, ça peut être hier aussi, mais c'est souvent une raison extrêmement forte qui part pas du jour au lendemain. Et donc cette colère, elle est là. Et il faut que je la gère, parce que si je la gère pas, ça va partir en sucette, comme on dit, ça va mal se passer. Et c'est à ce moment-là que cette cigarette entre en ligne de compte aussi, tu vois? Alors, si j'ai pas trouvé d'autres manières de gérer ma colère, si je vais pas voir le thérapeute, si je fais pas un travail sur moi, pour comprendre et essayer Je vais mettre des pansements extérieurs, et la cigarette est un pansement. Voilà, c'est un pansement, mais ça peut être d'autres, ça peut être beaucoup, consomme aussi de l'alcool, pour ça, parce que ça tamponne, ça endort un petit peu tout aussi, mais la cigarette permet davantage de continuer à travailler, d'être dans le lien social. On dit que c'est souvent l'adolescence que ça démarre, que ça commence, parce que effectivement il y a des groupes et c'est drôle. J'avais fait un peu le test dans des écoles, j'avais demandé, parce que je suis amené à faire beaucoup de conférences sur les limites planétaires dans les écoles, et je m'étais intéressé à la cigarette pendant un petit moment. J'avais demandé, tiens, t'as fumé comment? On me dit, j'avais des potes, j'ai été les rejoindre, j'ai essayé. Et c'était tout le temps, il y avait des potes qui étaient déjà en train de le faire, j'ai été les rejoindre. Et j'ai essayé. Et j'ai demandé, mais qu'est-ce qui t'a poussé à essayer? Et ils disent, je sais pas, j'étais là dans la vibe, il y avait une ambiance, on rigolait, on se marrait. Moi, ça s'est traduit je voulais faire partie du groupe. Exactement. Donc, la cigarette, c'est souvent un changement de statut. Moi, j'étais dans un collège où il y avait un rite, extrêmement poussé pour la première cigarette. Et donc, à un certain âge,
les grands, hein, prenaient les petits et les initiaient d'une certaine manière. Et donc, c'était super valorisant pour le petit. Il changeait de statut Validé par un grâce grand, à la cigarette. C'est ça. Il va pas arrêter, hein. Il va pas arrêter parce que arrêter la cigarette, ça veut dire revenir à un statut de nouveau inconscient. Hein. Ouais. Donc, mais si on fait pas ce travail de se dire, tiens, au fond, parce que tout ça, c'est oublié consciemment, mais c'est toujours là dans le cerveau. Ça veut dire que quand on leur demande, mais au fond, pourquoi j'ai pas envie de dire, ah ouais, je me sens grand quand c'est trop ridicule. Oui. C'est trop On ridicule. a l'ego qui empêche de dire des choses comme ça. Hein. On essaie de se protéger. On va pas dire ça. Donc, on va dire, bah, je sais pas, et on va trouver une excuse. On travaille avec des professionnels. Il y a toujours des fumeurs dans les équipes. On leur demande. Et puis, ils disent, bah, il faut bien mourir de quelque chose. Ben non. Et c'est souvent l'excuse du produit, en fait, qui revient. J'ai commencé, je sais pas arrêter. C'est le produit qui crée ma condition. Alors, on leur dit quand même, t'es en train de, tous les jours, fumer un produit sur lequel il est marqué quand même très clairement que ça te tue. Et tu ferais ça sans raison. Donc ça, c'est vraiment important. C'est que nous, il y a toujours cette idée de tout ce qu'on fait, il y a toujours une raison derrière. Pourquoi on s'habille comme ça? Pourquoi on aime telle chose? Parce que ça nous renvoie à quelque chose de notre identité. Mais c'est ça, Antoine, mais on n'a pas le temps. C'est-à-dire que pour comprendre pourquoi on boit de l'alcool, c'est pour un peu être truc, ou parce qu'il y a vraiment, ça nettoie, je dirais pas le bon terme, ça cache, ça masque un problème profond. Que ce soit même la cocaïne, dont on va parler, que ce soit le tabac. On n'a pas le temps quand t'as le métro boulot dodo avec la pression du taf, avec tellement de choses, tu passes d'un sujet puis à un autre, et puis à ton gosse, il lui faut ça, et puis toi dans ta vie, t'as pas le temps, de te poser, de reculer, et de prendre de recul sur toi-même et te dire, ok, bon, moi je vais travailler mes addictions, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a au fond de moi. Et puis ouvrir cette boîte de Pandore sur tes parts d'ombre, parce que souvent c'est des parts d'ombre, c'est aussi compliqué, hein. C'est dur. Oui, c'est compliqué parce qu'on n'est pas dans une culture qui promeut ce genre de questions, puisqu'on est justement dans une culture de la consommation. Mais comment on fait? Comment quelqu'un... Et là, on est vraiment dans une culture de la prévention, c'est-à-dire réfléchir à pourquoi on fait les choses. Ça, c'est vraiment une démarche de prévention. On ne peut pas le faire tout le temps, ça c'est clair, mais on peut le faire de temps en temps en se disant, tiens, mais au fond, pourquoi j'ai acheté ce truc-là? J'en avais pas besoin. Qu'est-ce qui s'est joué pour moi pourquoi j'ai besoin tellement de tel produit, alcool, ou qu'est-ce qui se joue pour moi? On peut quand même, mais c'est vrai qu'il faut une espèce d'exercice. Ouais. Mais une fois qu'on est rentré dans l'exercice, c'est faisable, pas en permanence, mais on peut se dire, tiens, mais au fond, c'est vrai, j'aime bien ces vêtements-là parce que mes parents m'étaient comme ça. Ou parce que moi, si je mettais des baskets Jordan, parce que j'étais fan de Michael Jordan, aujourd'hui, je le comprends. Avant, je pouvais pas le comprendre. J'étais addict à ces baskets-là parce que j'étais fan du numéro 23 de Michael Jordan. Parce que c'est un signe de réussite. Si je porte ça comme ça, c'est parce que j'ai écouté du rap, du hip-hop. Et je me suis habitué à me dire que j'ai envie de ressembler aux gars que j'écoutais dans les années 90-90 pour les Français, et début 2000, des 50 Cent et des Tupac, etc. Parce que là, je me sens comme des gars que mais il m'a fallu... C'est pas du jour au lendemain que tu acceptes ce genre de truc, tu vois. Généralement, tu dis, non, mais je suis la culture, je représente le hip-hop. Alors qu'en fait, non, c'est juste que t'as envie de ressembler à 50 Cent, tu vois, façon de parler. Comment vous faites pour expliquer ça à des personnes? Ça me paraît très difficile, je trouve. Donc, quand on a compris, au fond, que on consommait pour des raisons identitaires ou pour des raisons de faire du lien ou la troisième grande catégorie, c'est pour gérer nos émotions. Hein, j'ai parlé de la colère et de la cigarette. Il faut gérer ses émotions. Alors, on peut c'est plus facile de faire le travail pour la personne qu'on a dans son public. Par exemple, moi, je suis enseignant dans une école, je connais bien tel élève et je vois qui consomme. Je vais essayer de réfléchir, tiens, mais qu'est-ce qui arrive pour lui? Encore mieux si je suis dans une institution d'hébergement, parce que je connais mieux encore les personnes qui sont là hébergées. Je les côtoie souvent, on discute et donc je comprends. Si je me pose les bonnes questions, je vais pouvoir mettre dans les bonnes cases. Je vais pouvoir me dire, mais oui, en connaissant ce qui est arrivé à cette personne alcoolique ou ce jeune qui prend de la MDMA ou d'ecstasy ou je ne sais pas quoi, je comprends que en fait, il recherche à satisfaire tel besoin. Ouais. Voilà, et ça c'est vraiment important, c'est-à-dire que il a
plein d'émotions. Il m'a raconté que ses parents l'avaient abandonné à 5 ans. Il a été placé chez ses grands-parents qui le battaient. De temps en temps, son père lui téléphone, lui dit qu'il va revenir, mais il revient jamais. Et chaque fois, c'est le drame. Et après, il se fout une cuite du tonnerre. Donc voilà, en me posant les bonnes questions, je comprends. Et donc, je peux anticiper. Et surtout, je peux mettre en place des projets pour l'aider à satisfaire ses besoins autrement. Mais comment ça fonctionne, ça? Apprendre à satisfaire les besoins autrement. Vas-y, explique-moi. Donc, les besoins qui sont satisfaits par les produits qu'on appelle drogue, on l'a dit, c'est grosso modo 3 grands types de besoins. Créer du lien avec les autres, c'est difficile. Sociabilisation, ouais. Et voilà, c'est vraiment l'exemple qu'on donne tout le temps. C'est difficile de draguer si on n'a pas, pour nous les hommes, si on n'a pas pris un petit verre d'alcool avant, parce que on risque de se prendre le méchant râteau et que ça va nous faire trop mal. Et donc on anticipe ça en disant, on va déjà être un peu moins là. Au cas où ça se passerait pas bien, quoi. C'est beaucoup plus facile si on est sûr que ça va bien se passer. Mais on n'est jamais tout à fait sûr. C'est comme l'acteur qui va entrer sur scène, il est jamais sûr, même s'il est très connu, il est jamais sûr qu'il va être bon ce soir. Et donc c'est difficile et il va prendre quelque chose qui va l'aider. Presque tous les acteurs font ça. Ça peut être du stimulant, ça peut être du calmant, etc. Ça va dépendre. Ouais, il y a un jour des artistes de théâtre m'ont dit que tous les artistes étaient alcooliques. Donc voilà, je passe. Alors, il y a toute une série de choses. Sûr. Il y a gérer nos émotions, c'est super important. C'est important pour le chirurgien. On prend aussi toujours l'exemple du chirurgien. C'est super difficile d'opérer, de mettre un bistouri et d'ouvrir un corps. Et donc, l'anecdote est la suivante, on demande aux gens, est-ce que vous accepteriez que le chirurgien qui va vous opérer là tout à l'heure, ait bu un verre d'alcool avant l'opération? Et tout le monde dit, non, évidemment, il n'en est pas question, sauf une catégorie de gens. Et ces gens-là, ce sont les chirurgiens eux-mêmes. Et donc, c'est intéressant parce on dit toujours, tiens, la sécurité. Mais en fait, la sécurité, c'est pas que ne pas prendre d'alcool ou de drogue. On a tout le temps des exemples de métiers super dangereux où les gens doivent prendre de l'alcool parce que le métier est dangereux. Le gars qui travaille sur le toit et qui doit prendre de l'alcool parce qu'il a peur sur le toit, sauf quand il boit de l'alcool, mais il saurait pas exercer son métier. T'as le vertige, ça craint. Ouais. Voilà, et donc on entre on voit bien les besoins sont super importants. Il faut gérer ces émotions-là. Ce que tu me dis a fait écho, mais complètement avec ma vie. Avant de faire ceci, j'étais animateur radio et DJ. Et avant des DJ, j'étais MC, donc j'animais des soirées. Ça me stressait, moi, d'avoir les gens devant moi, là, qui te regardent tous, et t'as le patron qui te dit, ouais, mais et comme j'aime bien le hip-hop, le rap et tout, j'ai un peu rappé, etc. Donc j'étais bon MC, mais j'étais bon MC tout seul. Mais dès qu'il y avait du public, j'étais tétanisé, parce que je me dis, mais ils sont tous en train de me juger, ils sont tous en train d'imaginer qu'est-ce que je porte en dessous. Alors, il y en a qui doivent se foutre de ma gueule, il y en a qui doivent dire que j'ai un gros nez, il y en a qui doivent dire que j'ai ci. Et donc j'avais toutes ces idées qui me passaient par la tête, et dans quoi j'ai réussi, en fait, à faire éteindre toutes ces voix et toutes ces peurs, c'était l'alcool. Et donc, il y avait un automatisme. Arrivé en soirée, micro pour mon travail, on attend de moi une performance, une prestation, je bois. Et donc pour m'anesthésier, et à un moment donné, après 2 ans, je me suis dit, mais non mais attends, je suis alcoolique là. Et je me suis dit non parce que j'ai l'alcool festif, mais c'était une excuse complète. Si, c'était une forme d'alcool, j'avais besoin d'alcool pour combler quelque chose. Mais au moment où j'ai compris que j'avais regardé derrière moi et que j'avais vu que j'avais enchaîné 50 soirées et que dans ces 50 soirées, personne n'est venu me dire « Je trouve que t'es nul, hein. Je trouve que t'es ci, je trouve que t'es ça », je me suis dit « Mais en fait, ça va, il s'est rien passé de grave. » Et là, c'est comme s'il y a eu un tilt et cette jour au lendemain, ça s'arrêtait. Mais il m'a fallu le temps de m'arrêter 2 secondes, d'avoir une introspection et de réfléchir au truc, quoi. Exactement. Donc, on se pose la question du besoin qui est rempli par ça. Mais c'est une question difficile. Mais ce mécanisme est intéressant. Comment tu le ramènes? Je trouve ça intéressant. C'est une question difficile, hein. Et donc, on travaille, maintenant, je ne sais plus ce que... Excuse-moi, mais on parlait des 3 choses qui le besoin d'identité. Donc, la drogue va créer vraiment une identité, ça peut être la drogue illégale, qui va donner cette identité un petit peu de courage, de virilité, face aux filles, notamment. C'est quelque chose d'interdit et tout. Je fais un truc interdit, je suis trop bien, je suis cool, et je le vois dans les yeux des autres, qu'ils me regardent. Waouh, quel type celui-là. Et c'est ça qui me donne la dopamine. C'est pas le cannabis. Ouais. Ça c'est de nouveau le cannabis où je pourrais prendre de la poudre de perlimpinpin ou de la farine à la place de la coke, hein. C'est pas du tout l'effet psychotrope, c'est le regard des autres qui vont me donner cette identité, qui vont me donner cette place
dont j'ai tellement besoin. Ouais. Et en sachant que l'alcool désinhibe, que les types de drogues, certains types de drogues désinhibent aussi, te donnent plus de courage, plus d'entrain. Exactement. Et d'une certaine façon, avoir du courage, de l'entrain et avoir voilà, l'alcool permet parfois, tu sais, on dit l'alcool, ça fait dire la vérité. Et que t'as le courage de dire la vérité. Veritas. Ouais, exactement. À ce moment-là, quand tu vois que ton information est bien passée et que ton toi, sous influence, en fait, est validé par les gens autour, hein, personne n'est en mode, ouais, tu déconnes, tout le monde est en mode, oh, bravo, hier, quoi. Ben ouais, effectivement, ça crée un sentiment encore plus de dopamine, plus de neurotransmetteurs positifs, en tout cas de sentiments positifs, que la substance elle-même. Moi, je trouve ça méga intéressant, ce mécanisme. Mais oui, on dit toujours, ah oui, il faut faire l'alcool au volant, il faut faire des campagnes parce que les gens ne savent pas que c'est dangereux au volant. Alors, on fait de plus en plus de campagnes, mais on ne comprend pas pourquoi les gens roulent bourrés au volant. En tout cas, une partie des gens, et sans doute pas une toute petite partie, parce que c'est dangereux. Au plus vous allez dire, ah oui, c'est dangereux, mais au plus je vais le faire, parce que moi je suis courageux, j'ai pas peur. Parce que moi je maîtrise, de rouler. Moi je vais montrer. Et je vais vous montrer à quel point je maîtrise. Ouais. Et donc évidemment, on se trompe, on pense que tout le monde ne pense qu'à sa sécurité. Mais la sécurité, c'est pas un de nos besoins essentiels. Hein. Nos besoins essentiels, c'est d'abord d'avoir une identité. Bien plus important que la sécurité. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de la sécurité si j'ai pas d'identité? Alors là, vraiment, rien à foutre. Hein. Donc les drogues jouent sur les leviers de se faire accepter par les autres, donc c'est la sociabilisation. Et donc, oui, l'identité, se sentir être un humain à part entière et différent des autres, joue sur cet aspect individuel. Bien sûr. Et donc la grande vérité, c'est là où on fait un espèce d'effet vérité comme ça dans les équipes, c'est que la drogue, c'est toujours pour tenir le coup, et donc c'est toujours un modèle d'intégration. Ouais. On consomme des drogues pour rester intégré, et jamais pour partir. Partir, vous pouvez le faire. Vous voulez quitter votre boulot, faites-le, partez. C'est parce que vous ne pouvez pas partir, parce que vous devez rester dedans, que vous allez consommer des drogues. Parce que c'est ça qui est difficile. C'est comme les soldats pendant la guerre, autre exemple qu'on prend souvent. S'ils veulent déserter, ils prennent pas des drogues, hein, ils désertent. Mais c'est parce qu'ils peuvent pas déserter, parce qu'ils sont coincés, qu'ils ont absolument besoin de drogue, tellement c'est un univers horrible d'aller tuer des gens ou de se faire tuer, etc. Toutes les drogues, toutes les guerres font des soldats toxicomanes parce que c'est trop difficile. 14-18, 40-45, c'est chaque fois des consommations de drogue colossales. Le Vietnam, hein, n'en parlons pas. Beaucoup d'héroïne parce que le contexte fait que c'est impossible de tenir. Et donc, c'est toujours des comportements d'intégration. Et ça, c'est vraiment important, parce que pour tous les professionnels là qui voient leur public consommer des drogues, oui, mais ils s'intègrent plus, etc. Oui, mais ceux qui font des fugues, ceux-là, ils consomment pas de drogue, mais les autres, ils sont pris par votre institution. Ils restent dans votre institution. Punit des gens qui consomment de la drogue, alors que c'est l'institution qui a l'air le système, pas l'institution même, on va dire. Mais parce qu'elle ne comprend rien. À l'école, il y a beaucoup d'élèves qui ont besoin du cannabis pour aller à l'école. Parce que l'école est un lieu de souffrance. Parce qu'ils sont harcelés par d'autres élèves, parce que c'est la tête de turc d'un prof, parce qu'ils savent qu'ils vont se faire péter à l'interro. Et donc, c'est ça qui est difficile. Et ils sont exclus de l'école parce qu'ils essayent de tenir le coup dans l'école. Et donc là, ils sont pris, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. C'est un cercle vicieux incroyable. Mais en tout cas, c'est vraiment désastreux parce que on ne comprend pas le comportement de ces élèves. Alors évidemment, leur problème, c'est qu'ils ne peuvent pas l'expliquer comme je l'explique. Ils peuvent pas dire, mais en fait, monsieur le directeur, vous comprenez rien. Moi, je suis en train de consommer du cannabis parce que c'est tellement difficile dans votre filière de relégation. Là, je sais bien qu'en mécanique, je travaille sur des vieilles bagnoles qui n'existent plus. Vous n'avez même pas un plan de montage électrique. Enfin, ma vie, j'ai pas d'avenir, grosso modo. C'est hyper dur de venir. Alors, grâce au cannabis, j'arrive encore à venir et ça fait plaisir à ma mère et tout. Et vous m'excluez parce que je fume du cannabis, alors que c'est ma manière de continuer à venir. Enfin, ça n'a pas de sens. Mais évidemment, il ne va pas tenir un discours comme ça parce que il n'a pas conscience du pourquoi il fume du cannabis. Il n'a même pas conscience que c'est ça qui l'aide à... Il en a juste besoin. Il dit, il sent ça. Et il y a un truc qui, dans mes années de DJ, que j'ai vu devenir extrêmement banal, et je m'y attendais pas. C'est la cocaïne
Ça sortait des packs comme ça devant moi, tranquille. Eh, t'en veux? Et moi, j'étais choqué parce que ma mère m'a pas arrêté de me dire durant toute sa vie, attention, j'ai la cocaïne. Donc tu vois le délire. Et là, c'est dingue parce que je voyais que c'était devenu quasi normal dans certains groupes sociaux. Peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent, hein, et qui vivent ça, et je suis pas en train de vous juger. Il y a des tenants et aboutissants dans la vie de tout le monde qui fait que, et je crois que toi, Antoine, tu vas faire partie des dernières personnes à juger les gens qui prennent, qui consomment de la cocaïne. Mais moi, je voudrais essayer de comprendre. Moi, la cocaïne, quand je l'analyse, c'est ce qu'on fait sur Limite, en tout cas avec notre travail, c'est plus sur l'aspect environnemental, déforestation, que l'aspect santé publique. On va en parler avec toi de ça tout de suite. En termes d'environnement, c'est, je veux dire, 1 gramme, c'est, je crois, 4 mètres carrés de surface déforestée. La déforestation, elle a lieu chaque année, et notamment beaucoup pour la cocaïne. C'est des déstabilisations de beaucoup de pays. Et même chez nous en Belgique, le port d'Anvers est une plaque tournant du cannabis, de la cocaïne à l'échelle de l'Europe. Et là aussi, je veux dire, ça commence à devenir très sérieux avec des tentatives de kidnapping, de hauts fonctionnaires, tout ça. Et à l'échelle mondiale, on voit que les chiffres font que la consommation de cocaïne dans le monde augmente, que la répression, les mesures de sécurité augmentent aussi, mais ne permettent pas de réduire. Il y a de plus en plus de dealers, elles circulent de plus en plus. Qui consomme la cocaïne? C'est qui crée cette demande au point que tous les chiffres partent vers le haut? Alors, la cocaïne, énormément de gens la consomment, et de plus en plus. Hein. Quand j'ai commencé à travailler, la cocaïne, c'était un produit cité en septième position, loin derrière même l'alcool, l'ecstasy, évidemment le cannabis, c'était toujours. Bien sûr. Ouais. Et maintenant, c'est clairement, ça talonne le cannabis, quoi. Hein. C'est quasiment, c'est la permanence téléphonique d'un fort drogue. Hein. C'est pas non plus un baromètre scientifique, etc. Mais bon, ça montre quand même que c'est pas en régression, pour le dire comme ça. Vous avez beaucoup d'appels dans l'année, vous avez eu beaucoup d'appels sur 30 ans, donc vous avez quand même quelque chose d'assez exhaustif. Voilà, donc effectivement, il y a beaucoup plus de consommateurs, en tout cas, de cocaïne qui nous appellent. Alors, c'est presque tous des travailleurs, en fait. Les consommateurs de cocaïne qui nous appellent, c'est en fait leur consommation est liée à leur travail. Il y a très peu qui disent tiens, moi je suis un consommateur festif, je consomme le samedi ou le dimanche ou tout le week-end et j'ai envie d'arrêter, j'y arrive pas. Non, le consommateur type de cocaïne, c'est lié à son travail. Et même des métiers qui sont mal payés. Hein. Il y a des personnes qui travaillent comme, maintenant on dit technicien de surface, qui consomment de la cocaïne. Et leur problème, c'est que tout leur salaire y passe. Mais ils nous expliquent que si ils consomment pas de cocaïne, ils sont pas assez performants et qu'ils vont perdre leur boulot. C'est 50 € le gramme en moyenne, hein, un truc dans le genre. Ouais, voilà. Donc par cet exemple, je pense que la cocaïne est de plus en plus un passage, on va dire, obligé. Hein. C'est pas de gaieté de cœur que ces gens mettent quand même une part significative de leur revenu dans un produit. C'est parce qu'ils se sentent obligés de le faire, consciemment, inconsciemment. Hein, ça, on peut évidemment en discuter. Ça fait quoi comme effet la cocaïne? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Qu'est-ce que ça fait dans la vie de tous les jours? Moi, les clichés que je connais de la cocaïne, c'est dans des films américains, les bad trips, les machins, ils mélangent des trucs et que ça a un effet stimulant, donc tu serais en mode gros cliché. Oui. Moi, toi qui as la tête dans le guidon, c'est un effet stimulant, dans le truc. Ça a un effet surtout sur ce qu'on appelle être sûr de soi. L'alcool aussi a cet effet-là. On se sent plus sûr de soi. Et ça, c'est vraiment très important dans notre culture. Il faut être sûr de soi. Il faut asséner des vérités comme si, alors qu'on vient de l'inventer. Hein, mais ce côté sûr de soi, ça en impose. Et donc, ça va avoir un effet sur l'auditoire. Et donc, on voit bien que, bon voilà, c'est un cliché nouveau, mais beaucoup de personnages médiatiques consomment. On connaît l'exemple de Monsieur Delarue qui consomme énormément, mais bon, voilà, c'était très important pour lui. Moi, je connais des youtubeurs, t'inquiète, des tiktokers aussi. Donc il y a plein de causes liées au métier, aux situations professionnelles. Hein, il faut être rentable.
On connaît aussi, il y a beaucoup de consommation dans le secteur HoReCa. Il faut tenir des horaires. C'est des horaires coupés, mais des horaires méga de relous. fou. Il faut avoir, et non seulement vous êtes fatigué, mais vous devez retenir toutes les commandes des clients. Enfin, le cerveau, il en prend vraiment. Il est vraiment très utile, très sollicité. Donc, ces métiers-là sont potentiellement des métiers où ce produit va être plus demandé. Alors de nouveau, c'est pas dire toutes les personnes qui travaillent dans l'HoReCa consomment de la cocaïne, bien sûr que non. Ni tous les présentateurs télé. Non, mais c'est pas anodin que cette demande explose dans le monde entier. Ben, c'est un produit qui répond à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire à la compétition du monde, à la compétitivité de chaque individu par rapport à chacun. Ben, comment est-ce qu'on peut faire la différence aujourd'hui dans un entretien d'embauche? Comment on peut faire la différence quand je suis sportif et que je me suis entraîné 40 heures par semaine pour réussir mon... C'est la tête qui fera la différence. C'est le fait, ben oui, de dire les choses avec un peu plus de sécurité. Ça va épater les gens qui vous interviewent là pour le boulot. Waouh! Le gars là, il s'y connaît à fond, quoi, parce que il dit les trucs comme ça. J'ai envie de l'engager. Moi, j'ai besoin d'un gars comme ça. Et le sportif, pareil. Il faut que la concentration, c'est pas pareil, mais il faut que au moment X, il a une chance. C'est les Jeux Olympiques. Vous préparez pendant 4 ans pour ça, et vous avez quelques secondes pour réussir. Mais si vous n'êtes pas concentré à fond à ce moment-là, et votre fille, elle est foutue. Donc un produit qui va aider à la concentration est évidemment le bienvenu. Alors évidemment, la cocaïne, les sportifs vont éviter d'en prendre parce que c'est un dopant et ils vont être contrôlés. Mais c'est pour donner un exemple, c'est un peu le même mécanisme. Ils vont chercher, il y a des médecins qui vont peut-être les aider avec des produits. Je dis pas non plus que tous les sportifs sont dopés. Mais la tentation, elle est forte. On parle beaucoup du dopage physique, donc pour booster les capacités physiques, mais pas forcément pour celles qui boostent les capacités d'attention, parce qu'effectivement, t'es gardien de foot, je dis pas, mais un gardien, c'est concentration pendant 90 minutes non-stop, quoi. C'est aucune capacité physique, j'exagère. Non, mais même en Formule 1, tout, je veux dire, les détails de changement de vitesse, de appuyer sur tous leurs boutons, sur le truc, ok, quel virage. Tous les sports. La différence. Grosso modo, ils ont la même, vous les regardez, les athlètes, ils ont la même corpulence, etc. Bon, il y a peut-être certains qui sont un peu différents, mais grosso modo, ils ont des muscles, si des sprinteurs, ils ont des muscles terribles, si c'est ils se ressemblent un peu tous. Mais ce qui va faire la différence, c'est vraiment la concentration. Vous entendez, ça me frappait toujours quand on entend les interviews des sportifs où la concentration est vraiment, par exemple le tennis ou pire encore ping-pong, et ils se disent ah oui, j'étais concentré ou j'étais pas concentré, ce qui a fait que j'ai gagné ou j'ai perdu. Grosso modo, c'est ça. C'était pas j'étais fatigué, j'avais fait la noce hier. Non, ils ont un régime de vie de fou pour justement à la fois avoir un corps en bon état. Mais ce qui fera la différence, c'est pas le corps, c'est vraiment le cerveau. C'est d'être concentré, c'est gagner les points, comme ils disent toujours, gagner les points importants, être concentré au maximum à ce moment-là. C'est une histoire, gardien de foot, mais tous, lanceur de javelot, il faut qu'il soit hyper concentré au moment que son javelot est la trajectoire, mais idéale. Il peut pas se tromper d'un degré. Sinon, son javelot, il a pas le record. Ça c'est sûr. Il n'y a pas de... Même la course à pied, il faut mettre son accélération par rapport aux autres au bon moment, etc. Bon, il y a sans doute des sports où la concentration est un peu moins importante, mais je pense que c'est dans 90% des sports, il faut être à fait. Le plongeon, le patinage artistique, tous les sports qui me viennent en tête. Au-delà des automatismes et d'apprentissage, c'est vrai une histoire de concentration à fond dans un délai super court, quoi. C'est des millisecondes peuvent être méga importantes sur le reste, quoi. Et c'est vraiment les sports individuels, tout ça. Bon, alors les sports d'équipe, on a un peu plus de temps, si je pense au football, il y a quand même 90 minutes, mais il faut être super concentré, ça c'est sûr. C'est incroyable. Moi je voudrais essayer de comprendre un petit peu, tu vois, dans toutes ces addictions qu'on vit au quotidien, dans un monde qui déforeste de plus en plus, où on a un changement climatique et où l'empreinte sur le vivant est de plus en plus élevée sur Terre. Donc ce monde qui, on va dire, presse le citron jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une seule goutte, et presse le citron
de la biodiversité, de toutes les espèces vivantes, quelles qu'elles soient, qui crée tous ces symptômes en fait, qui vraiment déstabilisent nos sociétés, mais en plus de ça, oppressent l'humain. Et le rend malheureux. Et le rend malheureux, qui crée un système d'addiction au final. Les réseaux sociaux aussi, qui ont aidé à vivre par procuration ce que d'autres vivent. Et ça aussi nous vend du rêve, nous fait un peu du bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme l'aide que vous apportez à tous ces gens qui vous appellent, que vous voyez, que vous rencontrez, qui ont besoin de réponses sur leurs addictions à des choses plus courantes de la vie, telles que l'alcoolisme, etc. Il faut passer par le même procédé pour sortir de la société de consommation, pour sortir de cette compétitivité, parce qu'on est accro à cette compétitivité. Et est-ce qu'il faut utiliser les mêmes processus, en fait, tout simplement pour s'adapter au changement climatique, arrêter notre empreinte destructrice sur le vivant. Je pars des petits ensembles à quelque chose de plus méta. Mais on a l'impression que c'est la même problématique, en fait. Oui, c'est vrai. Sachant que ça reste complexe. C'est intéressant ce que tu amènes là, parce que, bon, nous, on travaille évidemment à une échelle locale, en plus. Petite, très petite. L'institution, ça c'est notre lieu de travail, mais effectivement, c'est ce qu'on pourrait dire une micro-société. C'est exactement la même chose à l'échelle, on peut presque dire planétaire. C'est-à-dire que l'humain, s'il était reconnecté à ses besoins essentiels de façon beaucoup plus forte et bien il consommerait évidemment beaucoup moins. C'est parce que on a ce besoin de consommer qu'on l'a déconnecté. Il y a un intérêt économique derrière. On ne rend pas les gens malheureux par pur sadisme. On les rend malheureux parce que ça va faire augmenter le chiffre d'affaires. Oui. Mais est-ce qu'ils en sont conscients, même les marketeurs, etc. Est-ce qu'ils savent en disant on va les rendre malheureux, ça va nous permettre de se faire plus de thunes? Ou est-ce que c'est un automatisme qu'on a suivi parce qu'on a compris que utiliser certains patterns fonctionne, tout simplement, sans se poser la question? Alors la recherche l'a démontré, effectivement. On en parlait avant de presser Rec sur cette caméra, que la nostalgie est devenue un facteur marketing. La nostalgie génère du bien-être et de la dopamine. Et donc aujourd'hui, Disney et tout le monde en use et en abuse et ressortent les vieilles franchises parce que quand tu tombes sur ta vieille franchise, ça te fait du bien, etc., etc. Mais est-ce qu'ils ont dû lire les études scientifiques ou alors en fait c'est simplement la continuité de se dire ok les gars, nous sommes dans un système qui pousse à la consommation, on va trouver toutes les techniques possibles imaginables pour pousser les gens à consommer sans comprendre en fait les liens de corrélation et de causalité et que c'est simplement la voie du système. Tu vois ce que je veux dire un peu? Il y a peut-être des innocents dans l'affaire, mais comment dirais-je, le média publicitaire est un énorme consommateur d'études sur le cerveau. Ils ont utilisé donc le beau-frère ou le beau-fils de Freud à créer à utiliser l'inconscient et tout ce que et ça c'est vraiment important de le comprendre, c'est-à-dire que tout de suite il y a une récupération économique de la découverte de Freud. Freud découvre l'inconscient et tout de suite il y a des gens qui se disent mais on va se faire un max de thunes avec ça. Évidemment, on va mener les gens par le bout du nez. Et c'est ça qui s'est passé. En fait, on a utilisé les découvertes donc de Freud dans un but commercial. Pour dire aux gens, puisque en fait, par définition, l'inconscient, vous n'en êtes pas maître, eh bien, on va vous mener par le bout du nez, on va vous manipuler grâce à la publicité. Et vous manipuler pourquoi? Pas forcément pour faire la guerre. C'est banal. C'est pour acheter des pièces trucs qui ne servent grosso modo à rien. Sauf pour enrichir une petite partie. Oui, c'est ça. Et vous allez être pris parce que ça va chaque fois vous amener un peu de cette fameuse dopamine, un peu de ce positif. Donc voilà, vous allez même nous remercier en fait. Vous allez même remercier les fabricants de tous ces trucs inutiles parce que chaque fois ils vont vous apporter un peu. Donc c'est très puissant. Vous allez en devenir fan. En fait, vous allez aduler le truc. Mais vous êtes les premiers à faire la file devant Apple pour le nouveau Apple Vision. Pourquoi les publicitaires misent autant sur les jeunes? C'est parce que s'ils parviennent à associer leurs produits avec l'identité d'une personne, c'est bingo pour toute la vie. Ben oui, mais et quand se fait l'identité? À l'adolescence. Donc, par exemple, prenons une boisson sucrée de couleur brune, etc. Oui, le Coca, bien sûr. Bien Ou sûr. le Pepsi. Donc, voilà. Et donc, vous allez être Pepsi a beaucoup joué sur cette com. C'est un truc de fou. Vous allez être soit l'un, soit l'autre. Mais
un vrai... D'ailleurs, Sega certains aussi, jeunes se PlayStation. disent « je suis Coca-Cola ». Il y avait même une publicité qui disait ça. Et donc, jamais quelqu'un comme ça va acheter du Pepsi. Ça, plutôt mourir, évidemment. Parce que moi, je suis de l'autre bord, de l'autre équipe, l'autre Je team, suis quoi. le gentil, il est le méchant, ou inversement. Ouais. Je suis le bon, il est le sucré. Enfin bon, bref, ça c'est très très important. Et donc, ça marche. Ça marche pour les produits de consommation, ça marche pour les groupes de musique. Vous allez vous identifier parce que vous allez vous identifier avec un groupe de musique que vous entendiez à 15 ans. Toute votre vie, vous allez l'écouter parce que toute votre vie, vous allez revivre ce moment, vous allez construire votre identité. Donc, vous allez tout le temps adorer ce livre, cette musique, ce produit, cet alcool, cette cigarette, ce n'importe quoi finalement. Il n'y a pas de limite à ça. Et qu'on va rester dans une continuité jusqu'à la fin, en fait, vous allez mourir avec. On va intégrer la consommation. Ouais. À ce moment-là. Vous êtes Citroën, vous allez acheter des Citroën toute votre vie parce qu'à 15 ans, il s'est passé quelque chose avec une publicité, par exemple, pour une Citroën. Et vous allez être fidèle à la marque ou un vêtement, c'est beaucoup plus courant, un parfum, etc., etc. Ça fait sens ce que tu dis. Hein. C'est des produits très très identitaires qui vont lier une personne à ça. C'est comme toute la puissance qu'il y a eu avec les dessins animés des années 90 qui créent des dessins animés à des enfants, pour des enfants, tu n'es pas de patrouille, des Peppa Pig, qui racontent des histoires familiales et des vécus familiaux très jeunes, hein, dans lesquels tous les enfants se reconnaissent. Hein, ah tiens, je me reconnais. Il y a une part d'éducation, on apprend à compter, c'est mignon. Mais il y a aussi après tous ces produits dérivés, ce merchandising qui se développe, le t-shirt Peppa Pig. Et j'ai remarqué, forcément, je suis papa de 2 enfants, une fille de 10 ans et un fils de 5 ans, que c'est pas la gourde qui voulait. C'est pas le cartable qu'il voulait, c'était le fait qu'il y avait l'autocollant de son héros préféré dessus. Bien sûr. Tu veux même des trucs qui servent à rien, des pinceaux, pas de patrouille. C'est à ce moment-là que s'intégrerait, avec plein d'autres facteurs bien sûr, mais est-ce que c'est à ce moment-là que s'intégrerait cette consommation par le besoin de se sentir exister, d'avoir cette identité? Mais là d'abord, ça, c'est l'identité, hein. C'est lier un produit à une identité. Et donc, c'est vraiment important de voir que grâce à, des films, c'est encore plus fort, évidemment, que des trucs, des petits spots publicitaires. Mais si je peux voir ça dans un film, si je peux m'identifier au héros qui a ce truc-là, qui l'aide, etc. Moi, je vais m'identifier et justement, je vais acheter tous les produits, dérivés, etc. Il faut que l'enfant trouve sa propre identité tout seul. Mais ça, de nouveau, c'est un discours de marchand. Hein, deviens toi-même. Je ne sais pas tous ces slogans qu'on entend tout le temps. Évidemment que c'est génial parce que ça laisse le champ libre au commerce. En fait, il va pas devenir lui-même tout seul. Hein. Il va devenir lui-même, en fait, bourré de marques, etc. C'est génial. Surtout famille, t'occupe plus de son identité. Moi, marque, commerce, etc., je vais m'en occuper. Mais ça, je vais pas le dire. Je vais juste dire, non, il va trouver tout seul, c'est trop bien, il faut pas l'assommer Effectivement, il faut pas dire, ah oui, tu seras comme papa, je suis dentiste, tu seras dentiste, même si t'aimes pas, nanana. Donc ça, on a bien compris. Mais maintenant, il faut qu'il trouve tout seul. Mais ça veut dire que la famille même ne peut plus être une référence identitaire. On s'abstient, même en tant que parent, de faire une référence, de raconter l'histoire de la famille, de dire non, ça va le bloquer, ça va le mettre, ça va l'obliger. Non, il faut qu'il soit libre. Non, en fait, il faut qu'il ait accès à ça, sans qu'on lui dise c'est ça la voie à suivre, mais qu'il ait aussi goût à autre chose que ce courant d'éducation qui sort des écrans de téléphone ou qu'on trouve au cinéma ou qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, je veux dire, c'est comme si t'avais un autre parent sur le côté. Donc il y a ton papa, ta maman, et puis il y a ton gosse qui a le téléphone. Et là, c'est un nouveau parent qui lui montre la vie cool de tout le monde, sponsorisé par un tel, avec telle marque, avec tel truc. Enfin, c'est ouf, quoi. C'est important, si on veut réfléchir globalement, à essayer de sortir de cette surconsommation, il faut vraiment qu'on reprenne l'éducation au sens large en main. En tout cas, comme mesure immédiate, ce qu'on dirait le premier pas qu'on pourrait faire, nous, ce qu'on réclame depuis longtemps, c'est la fin, par exemple, de la publicité. Ça, on voit bien que la publicité, évidemment, dans notre système de société de consommation, c'est un rouage essentiel, mais c'est surtout un rouage essentiel à consommer beaucoup trop
et aussi quelque part à ce que les gens dépensent trop, donc soit pris dans une spirale à la fois négative sur leur estime d'eux-mêmes. La publicité va souvent avoir un effet négatif sur l'estime de soi et donc sur la consommation de drogue aussi, quoi. Donc ça, ce serait déjà une première chose vraiment pas mal. S'il y a des gens qui sont en train de nous regarder et qui disent, ah bah tiens, je connais quelqu'un dans mon entourage, comment est-ce que, enfin, voilà, qui est tombé dans une forme d'addiction, que ce soit la cocaïne, que ce soit le cannabis, tout ça, comment est-ce qu'ils peuvent te contacter ou vous contacter? Alors, on a un site internet, évidemment, fordrogue.be, en un mot, avec S à drogue. Et là, on trouve toutes les informations. Il y a une permanence téléphonique, mais là, c'est pour des questions plus individuelles. C'est le 02 537 52 52. Et est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes ou aux moins jeunes qui nous regardent? Alors, vraiment, ce qui est important, c'est vraiment de pas juger et de se dire, tiens, mais au fond, pourquoi mon enfant, si c'est mon enfant, mon ami, etc. C'est souvent les personnes extérieures qui se posent des questions et qui veulent aider, en fait. C'est plus rarement le consommateur. Et donc, tiens, qu'est-ce qui se passe pour cette personne-là? Qu'est-ce qui s'est passé récemment? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Et quel rôle, moi, je peux avoir par rapport à ça? Avec quels yeux je peux le regarder? C'est souvent très important, sans le juger. Et essayer de se décentrer du produit. Je sais que c'est hyper compliqué, tellement ça amène des émotions, mais vraiment essayer d'oublier le produit pour essayer vraiment de s'intéresser à la personne. Qu'est-ce qui se passe pour cette personne? Oublions qui consomme de l'alcool, du cannabis, que sais-je, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour lui? Ça, vraiment, la personne va être très reconnaissante de ça, parce que souvent, on s'intéresse qu'à lui à travers le produit, quoi. Ah oui, il faut que tu arrêtes, il faut que tu trouves une manière d'arrêter ce produit, mais si je pouvais l'arrêter, évidemment, souvent les personnes seraient très contentes d'arrêter, mais je sais pas l'arrêter. Ma vie ne serait rien sans ce produit, et donc il faut essayer de se décaler de ce produit-là et de se dire, bon, ben, qu'est-ce que je peux faire? Parce que lui dire tout le temps d'arrêter, ça le met encore plus en situation d'échec, évidemment. Donc, essayons de prendre le problème autrement. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? C'est depuis ton échec scolaire, par exemple. Là, c'est mal passé. Maintenant, t'es dans une classe avec tous des petits. C'est insupportable pour toi. Et tu dois trouver une manière de... Comment moi, ton papa, moi, ta maman, je peux t'aider à faire avec cette nouvelle situation? Ça, c'est vraiment important. Écoute, Antoine, c'était méga complet. J'ai adoré. Merci également pour ce parallèle. Merci parce que ça permettra peut-être à des personnes qui nous regardent ou peut-être d'autres de faire le lien aussi entre toutes ces différentes formes d'addiction, que ce soit celle basée sur j'ai mon addiction à tel et tel produit considéré comme une drogue, ou encore vis-à-vis des drogues plus méta que sont la publicité, le divertissement, tout ce que nous consommons au-delà des produits qu'on ingère. Vraiment merci pour ce parallèle. Avec plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Heureusement que cette vidéo arrive à cette fin, parce que même si j'aurais voulu continuer et tout ça, je suis un peu en mode allergie. Je sais pas si vous entendez, il y a mon nez qui s'est bouché, c'est un peu particulier. Merci tout le monde, portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne qui s'appelle Limite. Ciao tout le monde. Merci Antoine. Ciao.